Merci d'être avec nous sur Canal Algérie. On continue, on était là hier, on sera là aujourd'hui pour vous accompagner avec des invités, des sujets, mais surtout de la musique, toujours, la musique 100% palestinienne. Mais vous allez voir qu'il y a aussi une touche algérienne et vous comprendrez dans quelques instants pourquoi. Est-ce qu'on peut juste baisser un tout petit peu, s'il vous plaît, la musique? Voilà, merci, parfait, merci la régie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de psychologie, mais pas vraiment, vous allez comprendre pourquoi, parce que elle, alors si je dois la présenter, je vais dire qu'elle est psychologue, clinicienne, psychothérapeute. Elle s'intéresse aux questions liées au trauma, au stress, au burn-out, à la dépression et ce qu'on appelle en fait tout simplement les mots avec M-A-U-X de notre époque. Tout cela à travers bien sûr des thérapies qui sont basées sur la pleine conscience des pratiques corporelles, comme par exemple le Moon's Floor. Est-ce que vous connaissez ce qu'est le Moon's Floor? Ça marche très très bien à ce qui paraît. Et elle le maîtrise très très bien. Et vous allez voir qu'elle a plein de choses à vous raconter si vous voulez vous sentir bien, si vous voulez vivre bien, bien guérir, pourquoi pas, d'un traumatisme que vous avez peut-être vécu. Elle sera avec nous, il s'agit de Ludmilla Mbarak qui est déjà installée. Hicham Daoui est juste à côté d'elle. Hicham aujourd'hui va nous emmener du côté de Meliana. Alors là, il a des choses à vous dire, surtout en matière d'histoire, parce qu'il va vous citer justement des noms qui sont originaires de Meliana. Et il va nous parler aussi d'un film. Je suis sûre que vous l'avez tous vu, ce film. Je ne vous dévoile pas tout. C'est lui qui s'en chargera dans quelques instants. Et puis la deuxième partie sera consacrée. Il fallait qu'on en parle. On revient bien sûr à la CAN. On a tous suivi le match hier, cette fameuse finale entre le Nigeria et bien sûr le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a réussi à accrocher sa 3e étoile. Alors c'est une équipe qui a tout simplement ressuscité, qui est renée de ses centres, comme on dit, et qui l'eût cru que cette équipe qui pensait être éliminée dès le premier tour se retrouve en finale. Et puis en plus, quel match, elle perdait ou dans la première mi-temps. Et puis voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont, ces Ivoiriens, mais franchement, ils ont eu beaucoup de chance et surtout beaucoup de talent et de persévérance, tout ce qu'on pourrait dire sur cette équipe juste exceptionnelle. Et franchement, on est très contents pour eux, les Ivoiriens qui méritent donc cette 3e étoile. On en parlera tout à l'heure avec 2 spécialistes, 2 consultants bien sûr de Canal Algérie, à savoir Abdenour Kawa qui n'est plus à présenter et Ahmed Laharibi qui viendront faire une analyse de cette Coupe d'Afrique d'une manière générale, parce que selon les spécialistes, c'est l'une des plus belles coupes, si ce n'est la meilleure Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord, mais en tout cas, c'était une Coupe d'Afrique avec beaucoup de rebondissements. Alors, on va accueillir d'abord nos invités, enfin notre invité, parce que Hicham Daou fait partie de la boîte. Bonjour Ludmilla Mbarak. Bonjour Lilia. Merci d'être là. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est votre premier passage télé, je pense. Oui, c'est tout premier. Je suis contente que ce soit avec nous. Hicham Daou, ça va? Lilia, bonjour. 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 Ça va? Ça va très bien. Alors après ce kick d'hier, aujourd'hui, c'est Meliana. Oui. Ah oui. D'accord. On va essayer de monter. Mais toujours avec des histoires tellement intéressantes que tu nous racontes, parce que hier on a vu de merveilleux tableaux. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à des noms qui ont marqué l'histoire de l'Algérie, n'est-ce pas? Très bien. Mais avant cela, je vous propose une petite pause musicale avant de commencer avec vous, Ludmilla Mbarak, parce qu'il fallait qu'on vous la passe, cette chanson. En fait, merci à Mortar Hamania, notre collègue de la sportive, qui grâce à lui nous a donné un petit tuyau, parce que vous savez, dans cette émission on ne passe en général, on va dire à 99,99% depuis 4 mois que des chansons palestiniennes. Donc on est tout le temps en train de chercher, les artistes internationaux, il y en a beaucoup, les artistes algériens, il y a quelques-uns qui ont chanté quand même la Palestine. Mais cette artiste, vous la connaissez tous, il s'agit de Selwa, et on a retrouvé dans nos archives de la télévision algérienne, je crois que c'est les années 70, je ne pourrais pas vous donner la date exacte, en tout cas c'est en noir et blanc, 73. Merci beaucoup la régie. 1973, elle avait chanté déjà à cette époque la Palestine. On écoute un extrait de cette chanson de Selwa. يا فلسطين على
أعطني النايا فقد لذ الغناء أعطني النايا فقد لذ الغناء يا فلسطين على صوت النفير يا فلسطين على صوت النفير لم نعد كالأمس نجتر المنى لم نعد كالأمس نجتر المنى لم نعد كالأمس نجتر المنى ونناجي الوهم في صمت حقير Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, magnifique. Merci encore une fois à Mortal Hammani, merci à Hajer aussi, hein, la script de l'émission qui est partie courir aux archives, qui nous a ramené ce titre-là qu'on ne connaissait pas finalement. Même Hicham, hein, tu ne connaissais pas ce titre? C'est un chef-d'œuvre. Waouh! Et on ne savait pas que Selwa avait chanté déjà en 1973 la Palestine avec tout l'orchestre. Ils étaient beaux, ils étaient classe. Allah yarhamhum, en tout cas pour ceux qui nous avec ont un arabe classique. Voilà, très bien classique. prononcé. Pour dire que voilà, l'Algérie a de tout temps, les artistes algériens ont de tout temps soutenu la cause palestinienne. Et on vous repassera bien évidemment cette merveilleuse chanson signée par Selwa, Allah yarhamha. Allez, tout de suite, ça c'était bien sûr le petit clin d'œil à la Palestine, il y en aura un autre tout à l'heure. Mais tout de suite, donc on va commencer avec vous, Ludmilla Mbarek, je le disais, hein, c'est trop long, psychologue, clinicienne, psychothérapeute, vous intéressez aux questions liées au trauma, au stress, au burn-out, à la dépression, et bien sûr à travers des thérapies. Entre autres, oui, parce que la liste est encore longue. Donc on a essayé de résumer. Et moi, ce qui m'intéresse, on va y revenir tout à l'heure, sur le mot Moonsflore, parce que c'est la mode, c'est tendance, et vous n'êtes pas nombreux finalement à proposer ça, en tout cas en Algérie. Oui, en Algérie, il me semble que je suis la seule pour le ne moment. pas dire, je voulais pas dire que vous étiez la seule parce que j'étais pas très sûre de l'info, mais vous le confirmez. Si, je le confirme. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais dans le monde entier, il y a énormément de coachs Moonsflore partout ailleurs. Donc c'est en vogue juste parce que ça fonctionne en fait, tout simplement. C'est intéressant parce que peut-être je vais dire un mot sur le travail corporel parce que c'est important et je trouve qu'aujourd'hui de plus en plus on ne dissocie plus le corps et l'esprit, enfin j'espère, parce que jusqu'à présent on avait le médecin qui s'occupait de tout ce qui est maladie corporelle, on va dire ça comme ça schématiquement, et psychiatre et psychologue, tout ce qui est psychique. Aujourd'hui, je travaille par exemple de concert avec des endocrinologues, des cardiologues, pas uniquement avec des psychiatres. Donc il y a par exemple des personnes qui souffrent de diabète que je reçois, qui me sont envoyées par des médecins parce que le psychisme joue un rôle là-dedans. Donc on ne peut plus séparer les deux. C'est comme ça que je suis venue je suis venue vers le Moonsflore. Déjà à la base c'était pour moi en fait. D'accord. Vous vous y êtes intéressée d'abord pour votre propre personne, absolument, votre propre bien-être. Parce que c'est quand même un métier où on absorbe quand même pas mal de choses. Et chez moi, par exemple, c'était vraiment dans les trapèzes, c'était très tendu. Je faisais du yoga, je faisais du tai chi. Bon, ça me faisait du bien effectivement, mais ça restait quand même, restait tendu. J'ai commencé à m'intéresser au fascia. Ensuite, le Moonsflore est arrivé tout naturellement dans mes recherches. J'ai lu le livre de l'inventeur de cette méthode, Alexandre Moons. D'accord, c'est pour ça, Moons, c'est par rapport à... Absolument, c'est son nom à lui. Voilà. C'est la méthode Moons, Moonsflore, et il a créé la maison Moons, qui a reçu d'ailleurs des prix dans le monde pour ses travaux, qui sont d'utilité publique. Et donc, j'ai fait une séance avec un coach Moonsflore, et alors dès la première séance,
Ça m'avait complètement débloqué mes tensions. Du coup, D'accord. j'ai réessayé. On vous voit à l'image, par exemple. Là, en photo, on va montrer quelques photos de vous. Donc là, c'est avec tout un groupe de femmes. En général, c'est les femmes ou les hommes ou c'est mélangé, c'est pour les deux? J'ai quelques hommes, mais c'est en général, que ce soit en thérapie ou pour tout ce qui touche au bien-être, c'est souvent les femmes qui viennent. Là, par exemple, la photo que vous avez vue, c'était pendant Octobre Rose. Oui. C'était un événement où on a parlé justement du cancer du sein, du lien avec le stress et le corps. On le voit avec toutes ces femmes Voilà. qui sont Et ben, on a fait du Moonfloor, en de la pleine méditation. nature presque. Oui, vous Oui. êtes entouré d'arbres. C'est important aussi qu'il y ait une important. ambiance un petit peu naturelle. Oui, zen. Mais j'ai envie de dire que là, on est obligé de faire avec notre environnement aussi. On n'est pas obligé d'attendre d'aller dans la nature ou à la campagne pour s'offrir des pauses et qu'on peut très bien le faire chez soi, dans sa voiture, au bureau. Vous voyez, des petits interstices. Là, je parle de la respiration, de la méditation. Parce que sinon, voilà, tous les spécialistes de la fatigue disent que c'est aberrant d'attendre de partir en vacances une fois par an pour pouvoir se reposer. Ah, je comprends pourquoi Hicham il fait tout le temps les allers-retours. Il coupe toujours. Oui, dans le désert. Ouais, Oui. toujours, souvent. Je pense aussi. Tu n'attends pas les grandes vacances. Il te faut les coupures, c'est important dans la vie. Si l'ensemble ou la majorité arrive à avoir ce privilège, c'est très C'est ce qu'il bénéfique. Je ne sais pas, docteur, est-ce que vous... Ça l'est, c'est extrêmement bénéfique, oui, oui. Alors là, le désert, pour être allé à Janet il n'y a pas très longtemps et méditer là-bas ou faire du Moonfloor là-bas, c'est l'idéal. magique, c'est extraordinaire. D'accord. Mais c'est quoi exactement le Moonfloor? Donc, en réalité, c'est une pratique corporelle qu'on effectue au sol, d'où le nom floor. D'accord. Tout à l'heure, moi, la réalisatrice, où je lui disais fleur, elle me disait non, c'est pas fleur, ça doit être. Donc c'est fleur, c'est le sol. Le sol. D'accord. Voilà. Donc comme ça, on règle le problème de la gravité. Tout le monde est au même niveau au sol et on va faire des mouvements mais extrêmement lents. C'est que la lenteur, elle est très importante dans ces exercices-là et c'est des mouvements en rotation. Et contre-rotation spiralée et qui vont décompresser les vertèbres, décongestionner, allonger la colonne vertébrale. Donc ça travaille sur ça travaille sur les fascias. Les fascias, c'est en train de révolutionner la santé et le bien-être. Aujourd'hui, tous les scientifiques maintenant, enfin pas tous, hein, mais beaucoup se penchent sur cette question des fascias, même dans les recherches pour le cancer, c'est-à-dire là ça va loin. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pensait que c'était juste un organe comme ça qui ne servait à rien. Au fait, j'explique peut-être aux téléspectateurs, les fascias, c'est un organe qui recouvre tout le corps, de la tête aux pieds, en un seul bloc, et qui recouvre les tendons, les muscles, les organes, jusqu'aux cellules, et qui se contracte assez facilement, qui aussi, à cause de nos postures aujourd'hui, où on est tout le temps au sédentaire, on a de mauvaises postures. Ouais, c'est vrai, de voilà. plus en plus. De plus en plus, et du coup, ça touche les fascias, ça les sclérose en quelque sorte. Et des exercices comme ceux du Moonfloor vont venir réhydrater les fascias, rendre les fascias beaucoup plus spongieux, beaucoup plus souples. Et on va avoir un shoot. D'ailleurs, Alexandre Moons, à chaque fois, il nous dit pas besoin d'acheter la crème jeunesse la plus chère parce qu'il y a un shoot de collagène, d'acide hyaluronique, voilà, il y a de l'élastine, il y a beaucoup de choses, d'hormones aussi, du bien-être en fait. Et ça agit comme un automassage très profond, vraiment, voilà, un automassage intramusculaire et qui agit du coup donc sur le corps, mais avec des répercussions sur l'humeur, sur le psychique. D'ailleurs, très souvent à la fin d'une séance, les gens sont
complètement shootés, Ils sont ailleurs. ils quoi. sont ailleurs, ils sont détendus, voilà. Mais de la bonne manière. De quoi. la très bonne manière, ils dorment mieux. Donc ça agit sur beaucoup de paramètres. Là vraiment j'ai schématisé, mais Ouais. D'accord, mais ça marche bien pour vous? C'est-à-dire on fait appel à vous, il y a des gens qui viennent vers vous alors bon, pour le moment je l'ai utilisé pratiquement uniquement pour mes patients. Je n'ai pas encore vraiment ouvert des créneaux comme ça pour tout le monde, mais Pourquoi ça va venir là. Là je vais le Pourquoi? faire. C'est faute de temps ou... Oui, c'est ça, et je suis pas très réseaux sociaux pour le moment. Alors tout le monde me pousse, bah, il faut que tu ailles sur Ça Insta. aide. Justement, j'allais rebondir justement sur le. Est-ce qu'on peut le pratiquer à distance Oui. sur les réseaux? Merci de faire cette remarque. Absolument, on peut le faire en visio. D'ailleurs, ça marche très très bien. Pourquoi? Parce que j'utilise ma voix. C'est-à-dire que je montre l'exercice une fois. Ensuite, je guide uniquement avec ma voix. Oui, déjà que votre voix, elle est très apaisante. On a envie moi, je vais dormir là. Vous êtes en train de m'endormir, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que vous avez déjà une voix, une façon de parler qui est très apaisante. Mais ça compte beaucoup, c'est-à-dire ça aide pour justement réguler ce stress. Si j'ai une voix, voilà, très. Mais ceci dit, c'est tonique aussi. C'est-à-dire il ne faut pas confondre la mollesse avec la lenteur. Oui. Ça n'a rien à voir. C'est ce que je vous disais, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est Vous, lent. c'est vraiment ce qu'il faut. C'est ça, c'est lent mais ça reste tonique, et ce qui est génial c'est que pour quelqu'un comme moi qui par exemple adore la pleine conscience, donc le fait d'être présent à ce qu'on est en train de faire, et alors là le Moonsfloor, comme on est connecté à son corps, on est juste, voilà, on écoute ma voix mais on est connecté à son corps, et donc ça change l'expérience. Parce que aussi, vous parlez aussi de la méditation de pleine conscience. Alors c'est quoi la méditation de pleine conscience? Alors, en fait, la pleine conscience, c'est le fait de tourner délibérément son attention dans le moment présent et sans jugement. Ça, c'est la définition, on va dire, officielle de la pleine conscience. Et ça peut être en mangeant, quelle que soit l'expérience ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer. Et la méditation, c'est de pleine conscience, c'est comme, on va dire, un exercice où on va rester parfois 30 ou 40 minutes, tout dépend. Par exemple, j'ai des groupes, j'ai un programme pour réduire les rechutes de dépression et gérer l'anxiété et le stress sur 8 semaines, à raison de 2 heures par semaine, où on est en petits groupes et on fait des méditations. Donc on est assis en cercle, on se concentre par exemple sur, alors tout dépend, parfois c'est le corps, sur toutes les parties du corps, parfois sur la respiration. Et donc on a des pensées qui viennent. L'idée, c'est pas faire le vide dans sa tête, parce que ça n'existe pas, c'est impossible. C'est juste d'entraîner son attention à revenir vers ce qu'on est en train d'explorer, c'est-à-dire la respiration. Ou bien, voilà. C'est incroyable. Tu te rappelles, il y a 2 semaines, on avait invité Mizi. Ouais. Ça t'a rappelé la PNL, parce Ouais, que la PNL. lui aussi parlait de la PNL, comme vous êtes en train de parler de ce que vous faites. Et en fait, il y a quelques similitudes quand même, parce que tout est lié avec la tête et le corps. C'est ça. C'est difficile aujourd'hui de dissocier les deux. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une crise de l'attention à cause des écrans, des portables. Il y a une surstimulation, les notifications tout le temps. Il faut savoir que quand on est en train de faire quelque chose et que notre attention est attirée ailleurs, il nous faut 1 minute pour revenir. Donc imaginez au cours d'une journée 1 minute. 1 minute, toutes les fois où il faut ramener son attention. Donc la pleine conscience, ça aide pour ça. Mais bon, ce programme, il va plus loin, parce que qui dit dépression, anxiété, dit rumination. Et donc, ça veut dire que les gens sont beaucoup dans leur tête et ruminent énormément le passé, ou bien C'est vrai. ils anticipent anxieusement le futur, oui. et ils oublient de vivre dans le moment Le présent. Et donc, Vous avez bien résumé la chose. C'est Voilà. exactement ce qui se passe pour la plupart d'entre nous. C'est pour la plupart, Et c'est donc- très courant ça. voilà, et donc ils passent à côté de leur vie, ils passent à côté de toutes les richesses que peut offrir la vie, et ils sont en pilotage automatique. Et donc Ouais. là, on sort du pilotage automatique, et donc quand on est face à un événement ou quelque chose, on va donner une réponse consciente et adaptée plutôt que de réagir
automatiquement. D'accord. Voilà l'idée. Eh ben, j'espère que vous allez en faire plein, hein, pas des formations, mais comment on appelle ça, C'est des sessions, en des fait. sessions, Oui, oui, voilà, des plutôt des sessions. Vous pourriez même le faire, comme l'a dit Hicham tout à l'heure, sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça se fait, hein. Oui, oui. Et je suis sûre que des milliers de personnes vont vous suivre. C'est vrai parce que si je vois l'Algérie par exemple, à l'intérieur, tout le monde est connecté, mais il n'y a peut-être pas forcément, ils n'ont pas accès à ça. Donc moi j'aimerais beaucoup donner accès à... Ou faire, ça c'est une chose, et d'un autre côté, pourquoi pas avec des entreprises. Oui. Avoir des contrats avec des entreprises. Par exemple, vous venez ici chez nous, on est tous un petit peu stressés. On est tous énervés des fois, c'est normal. Le travail, ça demande, c'est ça. Hein. Oui. On est stressé, on veut bien travailler. Donc, enfin, ça résume un petit peu ce que vivent tous les Algériens, parce que c'est le stress, et pas que les Algériens, Voilà, c'est dans c'est le ça. monde entier. C'est pas Aujourd'hui, le monde stresse, le monde vit mal un petit peu. C'est la sédentarité, Voilà, c'est les c'est la conséquences. sédentarité. Ouais. Et ce serait bien de faire ça avec des entreprises Ça pour m'est leurs arrivé, hein. employés. Ça m'est arrivé de faire ça avec les entreprises. Bon, je l'ai fait quelques fois. D'ailleurs, là où vous me voyez avec le ballon, c'était dans une entreprise. Et oui, je leur ai fait le Moonsfloor, la méditation. Ce serait bien, le lendemain, on va tous venir. oui, on oui. sera tous zen. Ça dépend. Je pense après une séance, ça dure combien de temps? Tout dépend. Là, c'est 30 minutes, 40 maximum Mais de une pratique. séance ne suffit pas. Mais une je séance, suppose. c'est 2 heures. Non, alors dans les programmes, alors là, mes apprenants, je ne sais pas comment je vais. À chaque fois, voilà, je suis très à cheval avec eux sur les pratiques à domicile. Parce il que faut je leur envoie répéter. des exercices à Il faire. faut répéter, Oui. c'est-à-dire à la maison. Chaque semaine, il y a des exercices à faire, des pratiques à effectuer. Par contre, par rapport à la détente, il ne faut pas confondre la méditation et la relaxation. Parce que parfois, Nous, on mélange tout. et hein. ouais, Méditer, c'est pour ça que se je relaxer. vais peut-être apporter un éclaircissement. La pleine conscience, parfois, ça peut ne pas être de la relaxation. Parce que l'idée, c'est d'être présent à ce qui se passe en nous, quel que soit ce qui se passe en nous, y compris ce qui est désagréable. Et l'idée, c'est d'accueillir ce qui est désagréable, parce que ça vient dire quelque chose. Donc, on ne peut pas juste balayer d'un revers de main. Ah non, je ne veux pas ressentir cette tristesse ou cette colère ou cet agacement, je veux juste être bien. Ça aussi, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est très culpabilisant ces injonctions au bonheur qu'on voit un peu partout. C'est-à-dire, voilà, on doit être tout le temps heureux, tout le temps de bonne humeur. En fait, non. On doit juste accueillir notre état tel qu'il est, ne pas se laisser déborder par ça, c'est une chose. Ne pas se laisser envahir par nos émotions désagréables et pas négative, Oui. parce qu'il n'y a pas d'émotion négative. Mais si je ressens pas de la colère en voyant un serpent foncer droit sur moi, Je suis pas normale. c'est que je vais mourir. Quoi. Ouais, c'est que je suis pas normale aussi. Je dirais pas ça, mais c'est que parce qu'il y a des gens qui se coupent leurs émotions. Par exemple, les personnes qui ont vécu des traumas, on en parlait la dernière fois Oui, oui. lors de votre émission. Eh ben, il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes et c'est tellement douloureux que le cerveau, il y a un mécanisme de défense qui fait qu'il se coupe un petit peu, ils s'anesthésient déjà de leur corps et de leurs émotions et c'est difficile de... Vous travaillez beaucoup avec ce genre de personnes qui ont vécu des traumatismes. Vous travaillez aussi beaucoup sur les émotions, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'est... En fait, tout se lie. Tout est lié. Tout est lié. Par exemple, à propos des traumas, il ne faut pas penser le trauma que comme des traumas de guerre ou des catastrophes naturelles ou des choses énormes. Ça peut être des traumas, un enfant qui assiste à une dispute, par exemple, entre parents. Et qui est très sensible et qui le marque, ça peut être traumatisant pour lui. Donc c'est très subjectif. Et les traumatismes émotionnels, vous traitez ça? Oui, bien sûr, tout est... Parce que je pense relativement, c'est un peu augmenté dans les sociétés sédentaires. C'est-à-dire les ruptures de couple, les divorces.
Oui, 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 on fait face à, ben, il y a beaucoup de, c'est une société du jetable un petit peu, donc c'est vrai que la société a évolué. Les mots MAUX ont évolué aussi, et c'est à nous, soignants, aidants, à évoluer dans nos pratiques avec cette société. Eh ben justement, je vais vous poser une question. Vous réussissez à rétablir tout cela avec vos patients, Alors, à les remettre voilà, debout oui, oui, bien sûr que c'est très gratifiant de voir que ça marche souvent, mais c'est pas une recette miracle. Vous voyez, hop, votre attention a été attirée. Non, du non, coup, c'est pas vous allez- grave. Non, mais il y a un téléphone qui a sonné, je sais pas Oui, où, oui. mais c'est pas grave. Et donc, pour dire juste par rapport à l'attention qui revient, qu'est-ce qu'on disait? C'est le médecin, voilà, je lui ai fait perdre le fil. J'ai Non, on perdu le était en train de parler des traumatismes, c'est ça, des traumatismes. Est-ce que vous réussissez, Oui. dans la plupart des cas, à guérir vos patients? Je disais qu'il voilà, n'y avait pas de recette magique, de baguette magique, et que l'implication du patient était primordiale. C'est-à-dire que le fait qu'il passe la porte du cabinet, déjà, c'est la moitié du travail qui est fait. Et ensuite, il faut qu'il y croie aussi. Oui, Il ait confiance en son sinon, médecin. je pense qu'il ne viendrait pas. Mais Non, c'est- des fois, on va voir un psychologue parce qu'on nous a forcé à le faire. Parce Oui. que notre culture vraiment Ouais. est à côté par rapport à ces pratiques. Ouais, Quand ah, on je dit vais voir un psychologue, ça veut dire que ça va pas. directement traité de folie. Oui, mais ou là, de- c'est plutôt psychiatre. Mais Oui. c'est- Bon, ça s'est démocratisé, Ouais, plus ouais, en moins ça les change, derniers là. temps. C'est ouais. en train de changer. Là, vraiment, j'ai des personnes de tout âge. tout âge, de tout milieu, de toute. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que par exemple, quand on m'appelle pour prendre rendez-vous pour quelqu'un, sauf si c'est un mineur, je préfère que ce soit la personne qui me téléphone. Parce D'accord. qu'elle doit être impliquée dans sa prise en charge. C'est elle qui doit vous parler. Ah oui, oui. C'est On bien, n'appelle ça. pas pour prendre rendez-vous pour Pour, son cousin ou sa sœur. Ou, Ça, c'est voyez. bien. Voilà. Et vous le Donc, demandez, donc vous je l'exigez. demande. Et c'est très cadré. En fait, c'est le cadre qui aide dans la thérapie. Il y a des horaires à respecter, il y a tout un cadre, une relation thérapeutique qui se noue avec C'est du le sérieux, patient. C'est du sérieux. Mais chez Gassara, on n'est pas en train de papoter. Quoi, on va dire. D'accord. En tout cas, dès qu'on vous voit, on a confiance en vous. C'est ce qu'on gentil. retiendra. Déjà, vous mettez à l'aise. Ça se voit que vous mettez à l'aise vos patients, que vous en parlez justement avec beaucoup d'amour déjà. Vous aimez, ça se voit que vous aimez ce que vous faites. Oui, j'adore. Donc Je suis j'espère qu'on pourra suivre voilà, vos différents groupes, on pourra venir assister, pourquoi pas, on vous verra avec des entreprises, pourquoi pas faire Avec des grand formations ou des stages, former peut-être d'autres personnes. Vous pouvez former aujourd'hui? Oui, je pourrais. Oui, oui. J'attends un peu d'avoir un peu de pratique ici en Algérie. Voilà, il y a un contexte aussi. C'est-à-dire, moi, j'ai étudié en France, donc quand je viens ici, j'ai quand même voilà, une théorie qu'il faut que j'adapte ici. D'accord. Donc, ça demande pas mal de... Avec la mentalité, est-ce qu'ils vont accepter ça, est-ce qu'ils ne vont pas l'accepter Et là, il y a des bouleversements dans la société algérienne aujourd'hui. Et on doit tenir compte de ça. Par exemple, dans les familles, aujourd'hui, les femmes travaillent beaucoup plus qu'avant. Donc, il y a des problématiques dans le couple ou dans les familles. Alors, c'est pas dû au travail des femmes. Hein, on va pas aller sur ce terrain-là, mais ça bouleverse, si vous voulez, il y a beaucoup de les problèmes schémas comme ça, Par rapport à la répartition des tâches. par exemple. Et oui, la charge mentale, ça c'est un sujet que j'ai beaucoup traité avec les femmes, que ce soit en groupe de parole aussi. Non, parce qu'il y a des hommes qui se disent oui, toi la femme, c'est normal, moi l'homme, à part travailler, je fais pas plus que ça. Après, celles qui ont la chance d'avoir un époux qui les aide à la maison, qui partage les tâches, ça c'est bien. Vous avez dit le mot-clé, il les aide. C'est-à-dire que c'est comme si il habitait chez elle ou voilà. Alors que non, Il rend service. il lui rend service. Or, il est censé être concerné exactement de la même manière. C'est vrai, on s'est habitué à dire cela alors que non, normalement. Et c'est vrai, vous avez bien fait de le dire. les définitions des expressions quand même font la moitié du chemin. Par exemple, partir d'une aide à un devoir. Oui, c'est tout à fait un devoir finalement. C'est ça. Mais ça se passe dans l'éducation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut élever les garçons et les filles de manière absolument sur ça. De manière et là, c'est la psychologue qui parle. Oui, c'est la psychologue qui parle. En tout cas, c'est un plaisir de discuter avec vous. Merci. Il y a encore beaucoup de choses que vous aimeriez aborder. Mais bon, moi, ce que je ferai, c'est que si vous voulez, vous viendrez souvent dans l'émission, si ça vous intéresse. Comme ça, on continuera à chaque fois. En plus, il y a le mois de Ramadan qui arrive.
Donc il y a les gens qui vont être stressés, des fois énervés, qui vont faire n'importe quoi sur les routes, qui vont se bagarrer. Il y a beaucoup de disputes alors que c'est censé être un mois. T'as le rahma, t'as l'apaisement, voilà, juste doua, siyam et tout. Mais vous savez, les Algériens, ils sont un petit peu nerveux, donc ils s'énervent pour un oui, pour un non. Et ce serait bien de leur donner quelques conseils, comment se comporter, comment gérer leur stress, comment gérer leurs nerfs aussi. Oui, il y a des solutions, hein, il y a des outils. Hier, avec commandant Bernawi, justement, le plus grand souci, c'est l'aspect psychologique des conducteurs par rapport aux accidents de la route. Mais ça, elle pourrait en parler. Elle a plein de choses à dire sur cela, mais je vais la garder pour la prochaine fois. Comme ça, elle va revenir. Vous restez avec nous. En tout cas, on va passer tout de suite. Le tourisme, ça fait du bien aussi. Hein. Le tourisme, ça détend. Et justement, on va en parler tout de suite dans la chronique de Hicham Daoul Marsam. Alors, après Skik d'hier, aujourd'hui, direction Meliana et, entre parenthèses, histoire. Histoire, Meliana. Exactement, Lilia. Aujourd'hui et ces derniers temps, la ville de Meliana, carrément, est en vogue. C'est-à-dire les visites guidées dans cette ville et puis les randonnées pédestres. Et pour parler des attraits touristiques de Meliana, il faut revenir vraiment dans l'Antiquité. Il faut parler de 25 ou 27 ans avant notre ère. C'est durant le règne de l'empereur Octave que la ville fut fondée par justement les vétérans de l'armée romaine, mais c'était l'époque aussi de Juba II. On parle de la Mauritanie césarienne. C'était une province de la Mauritanie césarienne, d'où la capitale était l'actuelle Cherchel, ou l'antique Césaria. Mais cette ville, Lilia, si je te dis Boulourine Ibn Ziri, c'est le fondateur de la Casbah d'Alger, bien sûr. Mais il y a d'autres villes fondées par Boulourine. C'est la ville de Achir Ahmedeya, mais la ville politique de Boulourine Ibn Ziri, c'était Meliana, en 972. Donc c'est une ville perchée sur le mont du Zakar, presque à 800 mètres d'altitude. On voit là les photos. Et c'est une ville aussi qui a connu le passage de pas mal de personnalités algériennes comme l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader a trouvé en cette ville un lieu propice pour le développement de son armée et aussi la fabrication des armes. La preuve, il a construit la manufacture d'armes à Meliana. Donc aujourd'hui, c'est un musée. Là, c'est Dar al-Qada, là où l'émir Abdelkader aussi exerçait l'office de justice. J'imagine qu'il a été restauré plusieurs fois. Oui, il a été restauré, ce palais, et aussi la manufacture d'armes de Meliana actuellement est très agréable pour les visiteurs parce qu'ils ont fait toute une reconstitution historique à l'intérieur. On a des personnages travaillés qui fabriquent le fer et qui fabriquent les armes en référence au travail de l'émir Abdelkader à l'époque. Mais aussi la ville c'est beau, ça. Voilà, c'est la manufacture d'armes qui a été retapée presque à 95%. Donc, ils ont failli démolir carrément le site. Et ce qui est bien, c'est devenu l'attrait touristique presque principal de la ville. Et aussi, pour parler aussi de Meliana, on peut citer l'époque révolutionnaire Lilia. Pourquoi? Parce que quand on parle de Meliana, il y a toujours un lien avec les cités médiévales. Quand on dit Meliana, on dit Tnis, on dit Dillis, on dit Médéa. Et on dit Alger, la Casbah d'Alger. Dans la bataille d'Alger, un grand héros de la Révolution qui est né à Meliana, mais je vais citer le quartier, contrairement à ce que croit le grand public, que ce personnage est né dans le quartier ex-La Pointe-Pescade, l'actuel Araïs Hamido, et c'est le héros, Lilia. Ali Lapointe. Mais même moi, ça fait juste quelques années que je l'ai su. C'est-à-dire, depuis que j'étais petite, pour moi, Ali Lapointe, c'est La Pointe. La Pointe-Pescale, ça s'appelait comme ça avant. Oui, La Pointe par rapport à La Pointe-Pescade. Exactement, et il y en a beaucoup qui pensaient la même chose. Et finalement, pas du tout. Ce n'est par la suite, il y a quelques années que j'ai appris que c'était par rapport à un quartier qui s'appelle comme ça, à Meliana. Oui, un espace de loisirs destiné aux anciens colons. Et Ali Lapointe venait souvent, était en train de les chamailler, de les déranger, d'où le nom Ali Lapointe par rapport à la pointe des blagueurs. Donc c'est presque
le lieu qui donne sur la plaine de Chélif, parce que Meliana, elle donne sur la plaine de Chélif. Un autre aussi, on peut citer plein de martyrs issus de la ville de Meliana, mais aussi un des plus célèbres autour duquel tourne une grande histoire, c'est le Shahid Mustafa Farroukhi, Allah yarhamou. On peut dire que c'est le premier diplomate algérien avec sa famille. Et Lilia, tu vois, toute sa famille est décédée avec lui dans le crash de son avion en Russie. En 1960. Il y avait une seule rescapée parce que son grand-père a voulu la garder avec lui et c'est sa fille, Zolekha Farroukhi, quand je lui passe le bonjour. Voilà. Et c'est la seule rescapée de ce crash. Et Mustafa Farroukhi était le premier ambassadeur du GPRA à l'époque. Allah yarhamhum wa yassa alayhum. Et je vais finir aussi par une histoire sympathique, Lilia, un film que tout le monde... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je n'ai pas voulu le dévoiler, je vous ai laissé donc tu peux nous citer, s'il te plaît, le titre. Non, moi, quand tu me l'as dit, je dis, mais c'est quoi le rapport? Et là, tu ne m'as pas répondu, donc tu vas expliquer. Gladiator. Oui, de Kurt Russell. Russell, oui, alors, on le voit d'ailleurs. Voilà, donc le début du film, quand il a subi enfin l'embuscade, il a été transféré carrément dans l'aubaine ou l'école des gladiateurs. Et ça se trouve où? Au début du film, on trouve le nom Zukabar ou Zoukabar. Zoukabar, c'est l'appellation antique de Meliana et c'était l'école des gladiateurs. D'où l'appellation Zukabar au début du film du gladiateur. Donc, j'imagine que, bon, après, le scénariste ou le réalisateur, ceux qui ont contribué dans le film, avaient fait leurs recherches et savaient, ou ils ont juste mis le nom comme ça, ou ils savaient que ça se trouvait en Algérie. Oui, alors ils ne travaillent pas d'une façon fortuite. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais attester par une petite recherche très intéressante. Pourquoi? Je trouve que le compositeur de la musique du film, qui est Hans Zimmer, un Allemand, il a appelé la musique de son film par tout Zoukabar. La route pour Zoukabar. D'accord. Donc, c'était une province très connue et l'Algérie était très connue dans l'Empire romain. Pourquoi? Parce que déjà, les guerres puniques ont balancé vers Rome. Pourquoi? Parce que Scipion l'Africain a pris parti et il a fait appel au grand guerrier qui était Massinissa, et ce qui a fait toute la différence avec, en face ou contre Carthage. Donc l'armée de Massinissa et l'armée numide et l'Algérie de l'époque, son rôle était très important dans le pourtour méditerranéen. Donc l'Algérie fait partie du film Gladiator, à travers Meliana. Oui. Oui. Parce qu'on la cite. Oui, on la cite, c'est le plus grand pays de l'Afrique, c'est la porte de l'Afrique. Donc nous étions toujours présents dans le pourtour méditerranéen. Ce n'est pas des fleurs qu'on nous jette, mais c'est vraiment notre rôle. Ah bah franchement, merci pour cette chronique, Hichem. On en a appris des choses et ça donne plus envie d'aller visiter cette ville de Meliana. Un magnifique circuit culturel. On peut même citer que d'autres sites, par exemple l'annexe du jardin d'essai. Oui. Un grand jardin botanique est situé à l'intérieur de la ville de Meliana. J'avais fait un reportage sur ça. Et en plus, je voulais rendre hommage aussi aux martyrs mineurs qui travaillaient dans les mines de Meliana. Les mines du Zakar. Et donc cette région est devenue aussi un lieu propice à la détente et à la randonnée pédestre, comme la région du côté de Ain Nsour, dans le mont du Zakar. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous êtes déjà parti à Meliana ou jamais? Non, mais mon père est pas loin, à Ain Defla, donc... D'accord, pas loin. Meliana... moi je pensais que vous étiez Pardon, juste... parce que tout à l'heure je discutais avec... Moi je dis tout, je dévoile tout en direct. Avec la réalisatrice Soraya Hamoudi, et elle me disait Ludmilla, elle s'appelle Ludmilla, j'ai dit oui, je sais pas, peut-être que sa mère est russe. Elle m'a dit ça va pas Ludmilla, عندنا بزاف Ludmilla en Algérie, surtout du côté de Boussaada Msila. Oui, c'est ça, Boussaada. Vous êtes... Soraya, franchement. Et c'est Ludmilla, juste pour... Franchement, Ludmilla. Ludmi, c'est le petit de la gazelle. Voilà. D'accord. Donc vous êtes originaire de Boussaada. Eh ben Soraya, bravo. Akid Salili, je sais pas. On va nous. Moi elle disait même si là Boussaada, il y a dit non, je crois Boussaada. Elle avait raison. Il y a beaucoup de prénoms Ludmilla à Boussaada. Eh ben voilà. En tout cas, c'est un très très joli prénom. Un très joli prénom. Voilà. Oui, tu voulais. Voilà, je disais juste que Meliana fait partie, enfin c'est une daïra de la wilaya de Ain Defla. D'accord. Voilà.
Eh ben, merci pour... Et pour c'est-à-dire le grand public, Oui. Meliana et Khmis Meliana, c'est C'est villes, différent. c'est deux villes différentes. Mais qui sont Oui, qui sont très Côte à côte. proches. Très, très à côté, proches. Donc l'une on de passe l'autre. par Khmis Meliana pour Aller à Meliana. aller à Parce qu'il y Meliana. en a beaucoup qui pensent que Khmis Meliana et Meliana c'est kiff kiff. Sauf que mes relouches Khmis c'est relou Meliana ou quand ils relou Khmis Meliana alors que c'est complètement différent. Khmis Meliana aussi, c'est une très très sympathique Oui, ville, oui, une ville agricole, mais aussi où il y a une culture extraordinaire. D'ailleurs, même la culture chabi est très très développée dans la région de Khmis Meliana donc- et aussi Meliana. Et donc tu nous feras une chronique sur Khmis Meliana. Oui, tu as avec parlé de plaisir. Meliana la semaine prochaine. Débrouille-toi pour parler de Khmis Meliana. Oui, pourquoi pas. Oui, on va essayer de faire un tour du côté de Khmis Meliana. Waouh, ça c'est beau ça. C'est les cerises, justement, parce que chaque J'allais année, dire ça, parce que c'est une fête qui a disparu à un certain moment, mais revenue ces derniers temps. Waouh. D'ailleurs, je salue C'est- le gérant du palais d'Al Qadi, qui fait un travail extraordinaire avec les associations à Meliana dans la relance du patrimoine local et culturel et naturel, et parmi Voilà. l'exposition et le festival de la cerise. Très bien, et ça c'était donc de la part de la réalisatrice la cerise sur le gâteau. En fait, c'est un joli jeu de mots, mais c'était vraiment la cerise à l'état Elles pur. sont délicieuses, hein, je les ai Ça mangées. se voit, hein, déjà on a l'eau à la bouche. Merci Hicham pour Merci, cette Lydia. agréable chronique aujourd'hui. Alors Ludmilla, Barak, merci beaucoup aussi d'être venue. Merci Un de m'avoir conseil invitée. peut-être comme ça à donner aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectatrices et téléspectateurs qui vous regardent? Je ne sais pas, il y a tellement de choses à dire. Le conseil du jour, allez, Alors, on va le- dire comme ça. Le conseil du jour, ça serait peut-être de respirer, de prendre le temps C'est vrai, Eh oui. on respire pas assez. J'ai de l'impression qu'on respirer respire n'importe correctement. Voilà. Il y a on peut mettre son corps en sécurité, par exemple, rien qu'en activant le nerf vague. Et le nerf vague s'active avec certaines respirations. On pourra voir peut-être ensemble Prochainement. un de ces quatre, bien sûr. Quand vous reviendrez. Voilà. À chaque Merci. fois, on parlera de quelque chose. Je crois que Voilà. je vais vous garder, vous, avec nous. On va y réfléchir. Merci, Ludmilla. Merci C'était à très vous. sympathique et surtout instructif. Et bonne continuation pour la suite. Hicham, j'allais dire à demain. Non, à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Dimanche prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci. Allez, on reste toujours avec la Palestine. Vous le savez, dans quelques instants, nous parlerons bien sûr de sport pour revenir sur cette fameuse Cannes, Coupe d'Afrique. Ça s'est terminé hier avec la victoire, bien sûr, du pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Mais avant cela, encore une pensée à nos frères et sœurs palestiniennes, avec bien sûr celui, je le dis à chaque fois, qui a peut-être le plus chanté la Palestine et composé des mélodies pour la Palestine, à savoir Marcel Khalifa. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا نهديها إلى أهلنا في فلسطين.
Voilà, ça discute, c'est normal, hein. Ce sont deux sportifs qui sont avec nous et deux spécialistes en football notamment, puisque je vous l'avais dit, cette dernière partie sera consacrée donc au football et bien sûr à cet événement qu'on a tous vécu face à nos écrans, mis à part ceux qui ont eu la chance de se déplacer bien sûr en Côte d'Ivoire et qui l'ont vécu de près. Cette dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est donc terminée hier avec une belle victoire de cette équipe finalement qui a ressuscité tout simplement. Et tout cela, ce sera après le jingle. Et avec nous, bien sûr, pour revenir sur bien sûr, le match d'hier, mais quelques mots aussi sur toute cette Coupe d'Afrique qui, selon des spécialistes, est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure Coupe d'Afrique qui ait été organisée à travers bien sûr tous les rebondissements vécus par les différentes équipes, à travers peut-être l'organisation, je ne sais pas. Ce sont nos spécialistes qui vont nous le confirmer ou pas. Alors Abdelnour Kawa est avec nous, bonjour. Bonjour, très heureux de faire partie de cette émission. Ah oui, de retour, hein, c'est la deuxième fois. C'est toujours un grand plaisir. Et comme on dit jamais 203, donc il y aura une troisième. Inch'Allah. Merci d'être là. Et bien sûr, Ahmed Larabi est avec nous également. Bonjour. Bonjour et très heureux de vous accompagner. Merci, c'est toujours un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de plateau ça fait très ensemble. longtemps. C'était la CAN de, je ne me rappelle plus quelle. Tout à fait. C'était une CAN comme celle d'aujourd'hui. Voilà. Bienvenue à vous deux, messieurs. Alors, je le disais, Côte d'Ivoire, 3e étoile. Tout le monde ne s'y attendait pas, en tout cas au tout début, n'est-ce pas? C'est une équipe qui a surpris tout le monde, qui croyait être éliminé au premier tour et finalement qui se retrouve avec son étoile. Avant de commencer un peu à parler du titre qu'a remporté la Côte d'Ivoire, vous l'avez dit en début il y a 5 minutes de ça. D'intro, oui. Je crois qu'effectivement c'est la plus belle Coupe d'Afrique qui n'ait jamais été organisée. Donc vous le confirmez? Je le confirme. Et puis en commençant déjà par l'ouverture qui a été tout simplement magnifique. Et donc c'était un peu les prémices de ce qui allait se dérouler pendant tout ce mois. Vous savez, un mois, elle a duré un mois cette Coupe d'Afrique. Hein. Oui. Et c'est pas évident, c'est pas facile de pouvoir gérer pratiquement non seulement toutes les rencontres, mais enfin les supporters ivoiriens, puis les supporters qui sont venus d'autres pays. Oui. Donc une organisation parfaite, des terrains extraordinaires, des pelouses qui n'ont absolument rien à envier aux plus grandes pelouses européennes. Donc pour résumer un peu, ça a été une réussite au niveau de l'organisation. Maintenant pour l'équipe de la Côte d'Ivoire, effectivement c'est un parcours assez atypique. C'est d'abord une équipe qui a été miraculée, qui était pratiquement éliminée dès le premier tour, dans la phase de poule. Et c'était un miracle de les retrouver en huitième de finale. Et puis à partir du huitième de finale, le limogeage de l'entraîneur, la nomination de son adjoint, qui est il ne faut pas oublier, qui est un ancien international ivoirien également, qui assure dynamiser cette équipe. Bon, il n'est pas le seul, hein. Il y a bien évidemment tout un staff et puis les responsables du football ivoirien, mais on a vu une équipe transformée totalement. À partir des huitièmes de finale. C'était un autre jeu qu'elle proposait. Non seulement un autre jeu, mais on sentait chez ces joueurs-là, non seulement, on peut avoir l'envie. L'envie, c'est une chose. La détermination. Mais la détermination en est une autre. Donc on a vu pendant le huitième, le quart, les demi-finales et hier la finale, une équipe qui s'est transcendée pendant tous ces matchs-là et qui a fait le maximum pour remporter cette coupe. Et ils l'ont fait avec brio. Oui. Et justement, pour rester sur le match d'hier, alors cette équipe, comme vous le disiez, Monsieur Kawa, qui avait mal commencé, qui pensait être éliminé, et même hier, première mi-temps, 1-0. Déjà, Kentra, ça va. Deuxième mi-temps, waouh, l'égalisation et encore le deuxième but. C'est incroyable ce que peut faire cette équipe. C'est des scénarios qui se sont répétés à chaque match. À chaque fois, on sentait que cette équipe de la Côte d'Ivoire allait mourir. Ça n'a pas été le cas. À chaque fois, comme l'a si bien souligné Abdelnour, c'est une sélection miraculeuse parce qu'à chaque fois, elle arrive à se surpasser, d'abord par la qualité de ses joueurs. Quand on parle de qualité, d'abord les qualités morales. C'est une force mentale qui a donné la possibilité à tout un chacun de puiser dans ses ressources et d'aller plus loin. C'est ce qui s'est passé pour cette Côte d'Ivoire. Et puis moi j'ai comme l'impression que la Coupe d'Afrique des Nations a vraiment choisi la Côte d'Ivoire. Et d'une et de deux,
c'est d'abord, je vais essayer de passer un peu à côté, c'est la confirmation des sélections qu'on disait juste moyenne. On s'est aperçu 2 ans ou 3 ans après que celui qui dort ne se réveillera jamais. Ouais. Par contre, les sélections que je vais citer, comme le Congo, l'Afrique du Sud, la Mauritanie, la Guinée équatoriale, on a senti rapidement que c'est des sélections qui se sont développées, qui se sont améliorées, qui se sont formées. Moi, Donc, mon coup de cœur, c'était l'Afrique du Sud. Hein. Tout à fait. Tout ça fait que la tendance de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire a démontré que maintenant, il n'y a plus de petites équipes. On est tous logés à la même ancienne. Celui qui a cette force mentale, cette capacité d'aller très loin, c'est lui qui peut ramener des résultats. Et c'est ce qu'a fait bien sûr la Côte d'Ivoire. Absolument. Parce que c'est aussi... Est-ce que le public, c'est important aussi pour une finale comme ça, quand on a tout le stade qui, on va dire 99% du stade hier était aux couleurs orange et vert, donc c'est qui était pour leur équipe. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que les supporters, c'est le 12e homme. Ouais. Là, on l'a vu. Vous savez, les supporters étaient un peu déçus à l'issue des matchs de poule. Ouais. Et puis, on a vu après un engouement extraordinaire sur tous les matchs qu'a joué la Côte d'Ivoire. Moi, je voulais juste revenir. Vous savez, on dit généralement, ce n'est pas la meilleure équipe qui est censée gagner cette Coupe d'Afrique. Ouais. C'est celle qui gagne la Coupe d'Afrique qui est la meilleure. Donc il y a une différence énorme. C'est vrai. Parce qu'au départ... Je préfère la deuxième, moi. La deuxième phrase. Absolument. La preuve, c'est que c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté la Coupe. Ouais. Parce qu'au départ de cette Coupe d'Afrique, il y avait des équipes qui étaient favorites. Bien sûr, la Côte d'Ivoire favorite. Beaucoup, hein, oui, et qui ont déçu. La Côte d'Ivoire était favorite parce que c'était le pays organisateur. Oui. Mais il y avait le Sénégal, il y avait pas mal d'équipes. L'Égypte... Même nous, l'Algérie, même si on n'a pas réussi à passer le premier tour, la Tunisie, il y a beaucoup d'équipes qui étaient prétendantes. Sénégal ? Le Sénégal en premier lieu, puisque en 2019, ils avaient été... le détenteur du En titre. 2019, non, ils étaient finalistes contre nous. 19 contre nous. Et ensuite, en 22, ils remportent la Coupe, et il était tout à fait normal de pouvoir dire qu'en 23, ils auraient pu continuer sur la lancée. Oui. Mais là, Ahmed l'a dit très rapidement, il y a une évolution extraordinaire dans les pays africains. Oui. On est en train de voir, quand on parle aujourd'hui de la Mauritanie, où on parle, il a oublié en même temps l'Angola, qui a été également une surprise, le Burkina Faso. Donc il y a des équipes qui travaillent. Et il n'y a que le travail qui paye à la longue. Et là, on est en train de voir d'abord le niveau de cette Coupe d'Afrique, qui est un niveau hors norme en quelque sorte. Non, mais c'est aussi, si on prend l'exemple, parce que moi je suis fan de cette équipe de l'Afrique du Sud, pour la plupart, ils jouent tous au Mamelodi Sundowns, c'est ça, Mamelodi Sundowns, donc c'est leur club finalement, c'est des locaux, on va dire. Vous savez, dans le dernier carré, il y avait le Congo, l'Afrique du Sud, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Oui. Si l'Afrique du Sud l'avait remporté, on n'aurait pas crié au scandale, puisque c'est une équipe qui avait démontré pendant toute cette Coupe d'Afrique quand même un niveau assez appréciable. Au même titre que le Congo, qui a été pratiquement une découverte. Il ne faut pas oublier que le Congo, l'ex-Zaïre, a fait partie des premières équipes africaines à avoir participé en Coupe du Monde, même s'ils avaient perdu un fameux match contre, je pense que c'était un pays sud-américain, ils avaient perdu 9-0, mais ça a été un représentant africain en 1974. Donc il y a une histoire. Et aujourd'hui, le fait d'avoir été demi-finalistes, et ils ont remporté la troisième place, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est l'aboutissement d'un travail qui a été accompli. Oui. Et bien sûr, vous avez travaillé sur cet événement, vous ne vous êtes pas arrêté chez nos confrères, bien sûr, de la chaîne nationale. On vous retrouvait tous les soirs. Vous preniez du plaisir à suivre cette coupe et la commenter et l'analyser, parce que quand on a une coupe comme celle-là, avec autant de rebondissements, même vous, les consultants, les spécialistes, vous êtes bien, j'imagine, vous êtes contents. Oui, ça fait partie de notre job parce qu'on est consultant, on est, si vous voulez, animé par cette passion de football. Depuis notre jeune âge, on est passé comme joueur, après entraîneur, formateur, tout ce que vous voulez. Maintenant, si on doit parler et décortiquer cette Coupe d'Afrique, il me semble qu'on a compris que la plupart des sélectionneurs, des sélections africaines, ont ramené je ne vais pas dire des étrangers, mais des sélectionneurs
qui ont cette notion tactique. Oui. Et cette notion tactique a fait que les joueurs, ils ont progressé sur le plan individuel, sur le plan collectif. Et puis on a vu cet engouement du public. Moi je pense non, mais je vais dire une chose, c'est que l'Afrique a évolué, l'Afrique a progressé. Parce que quand on voit ce qui s'est passé dans les tribunes, c'est l'Afrique réelle, c'est l'Afrique qu'on aimerait à chaque fois revoir. Parce que c'est les cultures, c'est les traditions. Et puis, tout à l'heure, Abdellah a parlé que c'est l'une des meilleures Coupes d'Afrique. D'abord, à travers son organisation. Il n'y a pas eu de dépassement, il n'y a pas eu de dérapage. Et puis, on a senti que le peuple ivoirien est un peuple vraiment très accueillement. Ah oui. Là, il faut chaleureux, le souligner. accueillant. Très chaleureux, accueillant. Il partage son sandwich avec vous. Donc ça, il faut le souligner. Et puis quand on parle de niveau, je pense que cette Coupe d'Afrique, sur le plan du rythme, sur le plan de l'intensité, sur le plan de l'animation offensive-défensive, on a senti que ce n'est pas des Africains, c'est des Européens. Parce qu'il y a une animation réelle de jeu. À travers, et puis les sélectionneurs ont su comment travailler à travers cette notion d'avoir 5 remplaçants. Avant, il n'y avait que 2 ou 3, maintenant 5. Ça donne la possibilité aux sélectionneurs de s'exprimer encore davantage et de changer la donne du match. Un titre pour la Côte d'Ivoire et un parcours surprenant. Repêchés comme meilleur troisième du premier tour, les Ivoiriens ont su puiser dans leurs ressources pour écarter les grosses cylindrées et retrouver le Nigeria en finale. Un adversaire qui a pourtant ouvert la marque le premier à la 38e minute grâce à son capitaine William Trostekong. Comme à l'accoutumée, les camarades de Franck Kissé profitent d'un public en or pour revenir dans la partie et ce dernier parvient à égaliser et redonner espoir aux éléphants. Décidé de plier le match dans le temps réglementaire, les Ivoiriens parviennent à corser l'addition grâce à un superbe but signé Sébastien Haller. سébastien Haller يضيف الهدف الثاني لصالح المنتخب الإيفواري في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق. Le score en restera là et la Côte d'Ivoire aura droit à une nuit blanche, une fête interminable. Voilà, il y a un point que M. Kawa veut souligner. Je lui dis moi aussi, j'espère qu'on ne va pas oublier nos points. Je commence par vous, puisque c'est vous l'invité. Ce que je voudrais faire rappeler, c'est que Haller n'avait pas joué les matchs de poule. Oui. C'est un joueur qui est blessé. Dès qu'il est rentré à partir du 8e de finale, on a vu que c'est pratiquement lui qui a réussi à marquer les buts les plus importants dans différents matchs. Et je voudrais également souligner que les deux entraîneurs, celui du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, sont des entraîneurs nationaux. L'entraîneur du Nigeria est nigérien et l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, donc ce sont des entraîneurs nationaux qui sont arrivés en finale et l'un d'eux a remporté cette coupe. D'accord, très bien. Alors, j'aimerais revenir aussi sur moi, ce qui m'a marqué. Enfin, là, on va sortir du match de la Côte d'Ivoire et tout, mais il y a eu beaucoup de femmes arbitres. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est ce qu'on a remarqué, de femmes arbitres. Ça, c'est bien aussi. On a vu beaucoup de femmes arbitres. Il y a actuellement, la FIFA est en train de tout faire pour développer davantage non seulement le football féminin, mais les arbitres également. Les arbitres font partie du jeu. Donc, on retrouve... En Europe, c'est devenu coutumier. Chez nous, c'est un peu plus rare. Mais on a vu quand même on n'a pas encore vu une femme arbitrer un match. On les a vus dans des trios, dans des quatuors pour soit être sur la touche ou comme 4e arbitre au niveau du VAR. Mais on va vers l'évolution de l'arbitrage féminin et je pense que dans un lointain, très prochainement, il va y avoir des femmes qui vont arbitrer des rencontres internationales. D'accord. Alors, vous disiez, j'ai tiqué sur une information, je ne sais pas si je peux me permettre de... Peut-être que moi aussi je me trompe, mais j'ai dû confirmer, excusez-moi Monsieur Kawa, parce que vous étiez en train de parler du Nigeria. Et vous disiez que l'entraîneur était du Nigeria. Mais c'est un Portugais. Voilà.
Donc peut-être que vous avez confondu par son adjoint. Son adjoint, d'accord, parce que pour que je sois claire. Oui, c'est vrai, c'est le Portugais. Voilà, d'ailleurs, un Portugais l'entraîneur est portugais. Qui avait été contacté par José Peseiro, c'est ça. Voilà. Mais l'adjoint est du Nigeria. Très bien, ça c'était juste pour corriger l'information. Parce qu'on a vu l'adjoint pendant la demi-finale. C'est lui qu'on a le plus vu. C'est lui qu'on a le plus vu. Mais c'était pas lui l'entraîneur. Très bien. Mais il a quand même fait un travail assez conséquent. Alors il y a un autre entraîneur par contre, c'est celui du Mouloudia. Je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo qui circule un petit peu partout sur les réseaux sociaux en ce moment. Vous l'avez pas vu. Vu votre tête, vous l'avez pas encore vu. Si, moi je l'ai vu. Il avait prédit la victoire de la Côte d'Ivoire avec un score de 2 à 1, avec un but de Haller et de Kessié. Très bien. Alors moi je le connais pas, l'entraîneur du Mouloudia. Vous le connaissez certainement. Il était avec Renard en Côte d'Ivoire. Et puis il a entraîné également la Côte d'Ivoire. Très bien. On va regarder la petite vidéo si c'est possible, parce que franchement, tout le monde en parle en ce moment sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est les éléphants qui vont gagner. Hein. 2-1, je vois 2 buts. Je vois Sébastien Haller et Franck Kessié. 3e étoile. Inch'Allah, les hommes. Voilà. Tout le monde veut parler de sport, même le caméraman, même Samir, tout le monde. Voilà. Donc il avait prédit ce score. Nostradamus. C'est incroyable, hein. Ça c'est Baumel, l'entraîneur de Mouloudia. D'accord. J'espère qu'il va remporter le championnat algérien. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a prédit ou parce que vous êtes Mouloudia? Non, je dis ça comme ça dans le passage. D'accord. Ça veut dire que vous êtes Mouloudia. Mais c'est un pronostic. Je voulais revenir, si vous permettez, rapidement. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé des femmes arbitres. Il y a aussi des femmes entraîneurs, et puis des femmes footballeuses aussi. Oui. Parce qu'avant, on disait la joueuse de football. Oui. Maintenant, on dit la femme footballeuse. Parce qu'à un moment donné, la femme a disparu, plutôt la joueuse a disparu, et il ne va rester que la femme. D'accord. Oui, mais j'ai rebondi beaucoup plus sur femmes arbitres, parce que, voilà, si on parle un petit peu de l'arbitrage, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu, pas beaucoup, mais il y a eu quelques, par exemple, défaillances au niveau de l'arbitrage. Vous pouvez... Non? Oui, ou non? Vous savez, mondialement, l'arbitrage n'a jamais été très correct, parce que l'arbitre, d'abord, c'est un individu, c'est un être humain, il a le droit de se tromper. Oui, mais la VAR. Oui, vous savez, la VAR, elle est là pour assister l'arbitre principal, tout simplement. Assistante référée. Oui. C'est une assistance, c'est une aide à l'arbitre principal. Le dernier mot revient à l'arbitre. Le dernier mot revient à l'arbitre, voilà. D'accord, très bien. Mais vous êtes, vous, en tant que consultant, en tant que spécialiste, vous êtes satisfait de l'arbitrage de cette Coupe d'Afrique? Oui, je pense. D'une manière générale. Hein. A priori, d'une manière générale, on peut être satisfait. Il y a eu de très bons arbitres. Quoique, à un moment donné, on avait pensé que notre ami Rbel, l'Algérien, allait diriger la finale. Oui. On avait un gros espoir. Et malheureusement, parce qu'il a été excellent. Hein. Oui, il était vraiment excellent. Il a une grande personnalité. Oui. Il a été du charisme. Maintenant, il y a eu le Mauritanien aussi qui a été vraiment très excellent. Et puis, il ne faut pas oublier que ce Mauritanien, je ne sais pas comment il s'appelle, il a été formé par un ex-arbitre algérien, c'est M. Mehdi Barachid. D'accord, ça il faut le dire, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a avec nous des consultants, eux ils ont les noms et les détails. Mais Djiba qui est un ancien arbitre international, et c'est lui qui est actuellement au niveau de la Mauritanie pour le développement de l'arbitrage mauritanien aussi. Très bien. En tout cas, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Voilà, c'était une belle Coupe d'Afrique, messieurs. Vous-même, vous vous êtes régalés. Hein, vous nous avez régalés aussi sur le petit écran. J'espère qu'on vous verra pour pourquoi pas la prochaine Coupe du Monde. Oui, Inch'Allah. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au risque de me répéter, l'Afrique a progressé sur le bon football. Ah, oui. Et puis, même la FIFA, à travers le rendement du jeu, elle va être très fière de l'Afrique. Exactement. Et elle a montré du beau jeu, du grand jeu, des rebondissements, comment, voilà, de rien, on revient au score pour jusqu'à emporter une finale, mais c'est incroyable. En tout cas, bravo à la Côte d'Ivoire, bravo bien sûr aux Ivoiriens qui sont ici en Algérie, qui n'ont pas pu être là-bas, bravo aux Ivoiriens qui sont là-bas, qui ont bien accueilli les Algériens. Et c'est ça l'Afrique, n'est-ce pas? Oui. Hein, l'Afrique jusqu'au bout. Messieurs, ce que je souhaite, c'est vous voir bien. Enfin, on vous verra hein, sur Canal Algérie aussi, dans différentes émissions de sport, avec Saïd Flak, avec. J'ai oublié. Non, pas Mokhtar. Eux, ils ne sont pas avec Mokhtar. Mokhtar, c'est Belkhaddir. Voilà. Mokhtar, c'est 52 chronos. C'est tout sauf le foot. Mais de temps en temps, il y a une petite partie qui est consacrée au football. Quand même, hein, il triche, hein, il triche un petit peu, Mokhtar. On le salue, Mokhtar. Merci à vous, messieurs. Je sais qu'il y a une belle réception qui vous attend. On ne dira pas, bien sûr, les détails, mais vous la méritez,
cette réception. Donc, on va vous libérer. On va terminer d'ailleurs l'émission. Merci à vous. Et vous revenez quand vous voulez parler de sport. C'est toujours un plaisir de vous recevoir tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. J'espère qu'elle aura été à votre goût. Rendez-vous dimanche prochain pour notre part. Merci à Soraya Hamoudi qui était à la réalisation, Hajar Bessa qui était au script, à toute l'équipe du studio numéro 7, Mahrez Samir, et puis le petit jeune, je ne le connais pas encore, c'est pas grave, Rahim, voilà. Et tous ceux qui sont à la régie, passez une excellente fin de journée, restez branchés sur Canal Algérie et n'oubliez pas, Tahia Palestine.